Alors, je pense qu'on est maintenant en direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 10e édition. Et oui, c'est déjà la 10e de la balado SFTV. Nouvelle saison, saison d'automne qui débute aujourd'hui. On débute ça en grand sur la chaîne SFTV, votre référence sim racing au Québec. Mon nom est Olivier Turcotte, comme à l'habitude à côté de moi, j'ai Pierre-Luc Dallaire. Et ainsi qu'on a un invité spécial, Julien Hébert de la série EGT Challenge, qui est avec nous pour nous parler Bonsoir. donc de cette série. Bonsoir Julien, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Toi Pierre-Luc, ça va bien aller toi aussi. Ah, j'avais vraiment hâte qu'on recommence. J'avais vraiment hâte. Ben, surtout qu'on a un peu choisi le pire mois pour arrêter. Là. Le mois d'août a été très... Ça a brassé. Ça a Ouais, brassé pas mal. beaucoup de choses qui se sont déroulées au niveau de la course automobile. Moins du côté de Sim Racing par contre, mais du côté de la course automobile, vraiment, ça a été fou. Pour ceux qui se demandent, nos acolytes habituels, eh bien, Luc Carbonneau, malheureusement, n'est pas présent aujourd'hui pour une question, pour des obligations professionnelles, donc malheureusement, il n'est pas là, mais on le salue tout de même. Même chose du côté d'Éric Godot-Drapeau, qui lui est du côté de Rocket League Québec. Où il agit comme commentateur ce soir. On en profite d'ailleurs pour remercier RLQC de leur petit nom. Une des raisons pourquoi, c'est qu'on va collaborer un petit peu avec eux, faire de petits échanges de procédés entre eux et nous au courant de cette saison d'automne. Donc voilà, vu qu'Eric est dans une situation privilégiée des deux côtés, bien tout le monde en profite, c'est du gagnant-gagnant au final pour tout le monde de ce côté-là. Parlant d'expansion de SFTV, avant le début de cette balado en tant que telle, je veux vous montrer une primeur pour ceux qui nous regardent présentement à la maison. Notre nouvelle vidéo promo, donc qui va donner la promotion finalement de notre saison d'automne qui va être très chargée sur les ondes de SFTV. La voici. Là, c'est fait. Boivin est accroché comme une ancre au sol à William Lévesque. Et serré, mais donc il a dû prendre la voie d'évitement et le contact a été évité de très peu entre les deux. Coup de théâtre. William Lévesque est revenu deuxième. Ça va venir un deuxième. Vous auriez tous content de remplir du Québec, là, on s'entend, là, mais... Accélération. Bon, les pilotes de course aiment accélérer. Ils aiment. Parce qu'il est avec une Jordan déficient. Et donc, voilà, c'était notre donc, vidéo promotionnelle. Donc maintenant, vous savez ce qui s'en vient sur les ondes d'SFTV cet automne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en profite pour un nouveau segment là, que vous allez avoir en deuxième partie d'émission. Donc, une des raisons pour qu'on a invité justement Julien Hébert avec nous, c'est-à-dire le segment Découvrir votre série. Les 4 prochaines semaines, y compris aujourd'hui, eh bien, nous allons vous faire découvrir les séries que l'on diffuse sur nos ondes cet automne. Pour commencer, par contre, je veux qu'on y aille vraiment du côté de la course automobile réelle. Il y a eu un très gros événement la fin de semaine dernière, l'Indianapolis 500. D'habitude, c'est la fin de semaine du Memorial Day aux États-Unis, donc en mai. Et cette année, malheureusement, pour des questions de... On nommera pas, on veut pas être démonétisé. On va... donc, c'est en nous que ça s'est déroulé. Et un peu surprenant qui a gagné. Deuxième Indy 500 qu'il remporte, Takuma Sato. Takuma Sato doit commencer à croire que Fernando Alonso lui porte chance. C'est vrai, ça! Deux courses où deux Indy 500 où Fernando Alonso y participe et dans les deux situations, dans les 2 années, Takuma Sato remporte les Indy 500. Faut dire que ça a quand même été une bonne course en général. Quelques drapeaux jaunes, évidemment, c'est inévitable à Indianapolis. On a eu une fin quand même intéressante où on n'a pas eu beaucoup de drapeaux jaunes. Et plusieurs vont savoir où je veux en venir avec ça. Parce qu'évidemment, Takuma Sato a remporté la course sur un drapeau jaune. Maintenant, évidemment, du côté de la série d'IndyCar, c'est pas les mêmes règlements qu'en NASCAR. C'est-à-dire que le green, white, checkered, communément appelé, n'existe pas en IndyCar.
soit que, tout dépendamment du stade de la course, on va donner un drapeau rouge ou on va tout simplement laisser rouler les voitures et les envoyer dans des zones de dégagement. Par exemple, au Indy 500, vous avez des zones où les voitures vont rouler en sortant des puits, par exemple. Souvent, ces zones-là sont utilisées pendant les drapeaux jaunes pour éviter d'aller sur la piste quand il y a un accident. Dans le cas actuel, évidemment, ça s'est passé dans la ligne droite. J'aimerais ça avoir ton avis là-dessus, justement, Oli. Je t'envoie ça comme ça. Là. Ton avis sur le drapeau jaune? Le drapeau jaune, sur le fait que la course n'est pas terminée sur le rouge. Exact. En fait, la course n'est pas terminée sur le rouge. On s'entend, il y aurait eu une fin. Mais justement, moi personnellement, et là aussi, je vais entendre ton opinion, Julien, là-dessus, si tu suivais un peu l'Indy 500, ce qui s'est passé donc en fin de semaine. Moi personnellement, une course, ça va à la distance que c'est supposé aller. On parle de 500 000. La course dure 500 000. Pas 505 000, pas 510 000. 500 000. C'est plate, ça finit sur un jaune, je comprends. Je veux dire, en tant que spectateur, en tant que commentateur, c'est plate. J'en suis conscient. Je suis d'accord. Mais malheureusement, quand il y a un bris comme ça qui se passe à moins de 10 tours de l'arrivée, ou justement, dans ce cas particulier-ci, on va revenir un petit peu plus tard, je pense que tu vas en parler un peu de Spencer Pickett et de... Il y a une petite affaire que t'as un peu tiqué, si j'ai bien compris, Pierre-Luc. Mais, à moins de 10 tours de la fin, mettre un drapeau rouge là-dessus, c'est 1h30 de réparation parce que la barrière entre la ligne des puits et la piste était démolie où c'est arrivé. Donc, comment faire pour que, justement, on puisse aller plus loin et pas retarder pendant 1h30? Il y a ça. Ensuite de ça, on parle d'une course également où ça a été, au niveau des codes d'écoute, la pire de l'histoire de l'Indy 500. Donc, 1h30, on vient de perdre nos dimanche. Désolé, il n'y a plus personne qui va regarder. Même s'il reste moins de 10 tours, on va faire un sprint de 3 tours. Ok, fine. Quand ça va se passer? Ah, à 6h30. Ok. Ouais, non, on est en train de manger sur la côte est, sur la côte ouest. Non, ça marche pas. Je suis désolé, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Malheureusement, c'était pour ceux qui veulent voir la belle course finie sur le vert. Je comprends. Mais de l'autre côté, c'est les pilotes là-dessus qui doivent faire attention à la fin de la course. Si on veut finir sur le vert, on conduit accordément, de façon à ce que ça arrive. Là, j'allais traduire accordingly en français. Là. Mais on conduit comme il se doit. Et oui, vous allez me dire, en fin de course, c'est plus difficile de tenir la voiture. Je comprends. Oui, mais ça fait partie aussi du fait d'être un pilote automobile que vers la fin de la course, avec des pneus qui s'approchent de la fin, on fait plus attention. Ou du moins, on tente pas un 2 ou un 3 de large inutilement avec 5 tours à faire. Ok, Julien, toi aussi, si tu veux participer. Malheureusement, j'ai pas écouté la course. J'ai vu qu'il y a eu un accident, j'ai vu les résultats, mais j'aurais aimé ça l'écouter, mais étrangement, je pense que je sais pas si Vidéotron ne l'avait pas. J'ai pas vu à RDA, je l'ai pas vu à c'est quoi, c'est qui diffuse de la F1 en anglais? En tout cas, j'ai le nom m'échappe. Non, elle était pas diffusée sur un canal canadien. Sauf Sportsnet World. Ok. Qui est un poste payant à part des autres. Là. Ouais. Ouais, ben, parce qu'il me semble que l'année passée, si je me trompe pas, je l'avais écouté. Ou l'autre d'avant. En tout cas, la première fois qu'Alonso l'a fait, je l'ai écouté. Donc là, je me disais, je vais être capable de l'écouter. Mais je suis pas un amateur d'ovale, mais tu sais, l'Indy 500, c'est sûr, c'est quand même une course spéciale, donc je l'avais regardé avoir pu, mais j'ai pas. Ben, t'avais une bonne raison. Hein? On va mettre ça sur la faute qu'RDS ne l'avait pas diffusé. Même TVA Sport, c'est eux qui avaient les droits jusqu'il y a quelques années et ils ont décidé de laisser tomber. Ça par contre, je vais faire un petit aparté là-dessus. Carton jaune aux diffuseurs canadiens. Là-dessus, je dirais pas les diffuseurs québécois parce que, je veux dire, là-dessus, il y aurait un carton rouge à donner, mais j'irai pas jusque-là. Là. Mais carton jaune vraiment aux diffuseurs canadiens qui s'intéressent aucunement à une série comme IndyCar qui pourtant a un potentiel de croissance énorme depuis quelques années. On voit des pilotes comme Alonso justement qui vont faire l'Indy 500. On voit des Jimmy Johnson qui pensent aller le faire et qui se retiennent à chaque année. Ça c'est un peu dommage, mais ça c'est une autre histoire. Et les diffuseurs canadiens, qu'est-ce qu'ils font? Ah, on n'ira pas la diffuser. Pendant ce temps-là, Sky en Grande-Bretagne, ils diffusent, eux autres. Ouais, puis c'est encore pire que ça. Si tu dis que Sportsnet World l'ont diffusé, ça veut dire qu'ils ont priorisé un poste payant supplémentaire à leurs produits qu'ils proposent déjà aux clients, au dépend de le mettre sur sur les 4 postes de Sportsnet, dépendamment de... Les 5. Il y a Sportsnet One également.
Oui, mais le One, lui aussi, est un poste qu'on achète à part. Celui-là Oui, qui il est à part, mais on peut l'avoir sur le forfait pareil. Mettons le forfait de choisir 25 postes, là, on peut l'avoir. Oui, exactement, exactement. Mais généralement, les 4 postes de Sportsnet, dépendamment du fuseau horaire, c'est eux qui viennent dans un bloc. Puis par la suite, dépendamment des forfaits, on peut... En tout cas, bref, je trouve ça un peu ridicule d'avoir, si bel et bien c'était le cas, d'avoir diffusé juste sur ce poste-là. Ils ont dû perdre beaucoup en termes de code d'écoute. Maintenant, je vais donner mon avis sur la fin de la course. Je partage le même avis que toi, Oli, pour 2 raisons. La première, quand tu as fait une course de 200 tours, dont les 80 derniers tours sont basés purement sur des stratégies et sur du beau pilotage, je trouve ça aberrant de mettre un drapeau jaune puis de faire un green-white checkered pour ramener tout le field ensemble pour faire un 2 tours final. Oui, pour le spectacle, c'est excellent. Mais moi, je me mets à la place de l'écurie qui s'est fendu le derrière en 4 pour réussir à amener sa voiture devant les Chip Ganassi de ce monde, les Penske de ce monde, les 32 chars qu'Andretti avait sa grille pour l'Indy 500. Je trouve ça... C'est vrai. J'aurais trouvé ça aberrant de mettre un green-white checker au bout de la ligne. L'autre affaire aussi que tu amènes, qui est un point vraiment intéressant, il y a le fait que le muret où les stands étaient complètement scrap. Et effectivement, c'est le genre de truc qui aurait pris facilement 1 heure, 1 heure et quart à réparer. Donc, si l'IndyCar avait à donner un drapeau rouge, étant donné qu'il y a 195 tours de fait sur 200, probablement que la course se serait terminée quand même. Non, il y a des précédents par rapport à ça. Je pense entre autres à la course de Détroit il y a quelques années qui justement avait donné un drapeau rouge avec 4 tours à faire. Et justement pour permettre d'éliminer tout ce qu'il y avait comme débris sur la piste et repartir la course et finir la course sur le vert. Quand ça prend 15 minutes, ok, je peux comprendre. Par contre, on parle de circuit routier, on parle pas de circuit ovale. Oui, c'est ça. On parle pas d'1 heure et quart à 1 heure et demie à faire Et le mur. voilà. C'est plus ça mon point. Là. Je pense pas qu'on aurait reparti la course 1 heure et demie plus tard. Là. C'est complètement ridicule. Donc, chapeau pour Takuma Sato. Pour moi, c'est une victoire amplement méritée. Ça fait du bien de ne pas voir une top team remporter l'Indy 500. Imaginez-vous donc là, que j'ai été voir là, sur le tableau, là, puis depuis 2000, là, à 3 reprises ou à 4 reprises seulement, c'est une écurie indépendante qui a remporté l'Indy 500. Et là-dessus, Real Lederman Lanigan l'ont remporté 2 fois. Le dernier, c'était en 2004 avec Buddy Rice. Donc, okay. Ça fait un coup, là. Ben, tu sais, je dis équipe indépendante, vous comprenez que je parle que c'est pas une équipe top 3. C'est plus ça que je veux dire. Parce que Chip Ganassi, Penske, Andretti, vous allez toujours les voir en avant de la grille. Que ce soit pendant les qualifications, pendant la course. Je peux même regarder au niveau du classement. Je pense que des 20 dernières années, il n'y a aucune autre écurie que ces 3-là qui ont remporté le championnat de l'IndyCar. Ils ont comme le monopole, si on veut. Puis ben là, je parle pas de Penske qui a acheté la série. Ça, c'est une autre histoire dans laquelle on embarquera une autre fois. Oui, par contre, je vais aller sur l'autre sujet relié par rapport à cette Indianapolis 500. Alonso. L'année dernière, avait raté la coupe, donc on n'a pas réussi à faire partie des 33 équipes, des 33 pilotes qui ont participé. 34e, vraiment, c'était serré, donc on n'a pas réussi. Il y a quelques années, en 2017, on l'avait fait avec Andretti. On est passé à quelques tours d'avoir remporté. On avait la voiture. Cette année, 21e, un tour de retard. Oui. C'est ouais. quelque chose. C'est quelque chose, mais il faut faire attention, par exemple, à ce niveau-là, puisque Alonso a eu des problèmes d'embrayage sur sa voiture. Donc, sur les 2 ou 3 derniers arrêts au stand qu'il a fait, il a facilement perdu 8 à 10 secondes, juste au fait que l'écurie devait pousser la voiture pour pouvoir partir sur le choke en bon québécois. Donc, à ce niveau-là, pour avoir écouté la course, Alonso, à la fin de la course, il a fini à un tour, mais
à 10 tours de la fin, il s'est fait lapper. Là. Un instant par contre par rapport à ça, c'était plus tôt que ça que s'était fait prendre un tour. Et ce qu'il faut rappeler également, je te rappellerai que pendant le 60 tours où on était sous le vert, parce que oui, il y a vraiment une partie 60 tours dans la première partie de l'épreuve où on était sous le vert avant le double jaune là, qui est sorti à peu près au 92e tour, ensuite au 96e quand les deux voitures noires et oranges qui ne sont pas dans la même écurie se sont plantées un après l'autre. Je pense qu'on cherchait une ligne alternative, je pense, là, de ce côté-là. Après l'effet alternatif aux États-Unis, les lignes alternatives à l'Indy 500. Voilà. Mais blague à part de ça, je veux dire, pendant 20 tours, Scott Dixon menait, je vous le rappelle, et on était à l'économie d'essence avec un certain Alonso qui agissait comme taux en avant. Oui, effectivement. Donc, il était vraiment en avant de Dixon, puis Dixon s'est fait aider un peu, on va dire ça comme ça, par Fernando Alonso. Malgré que, je dis pas que Fernando Alonso aurait peut-être été dans la course, malgré ses problèmes. Parce que juste au départ, là, vous avez vu que ça a spreadé, c'était incroyable. Là. Le départ, premièrement, on va en parler du départ. Moi, je me rappelle qu'il y a bien des années de ça, ce départ-là aurait été refusé, puis pas à peu près à part de ça. Là. C'est complètement débile. Là. Les 3 voitures sont parties, et le vert n'était même pas encore donné. Puis le commissaire de piste en haut a décidé de donner le drapeau vert. En fait, surtout que le 3 de large est un peu désarticulé. Là. Ah, vraiment. Il y avait du monde au centre qui était à gauche, d'autres... le field s'est étendu. Le field s'est vraiment étendu, là, en plus, sur les 33 pilotes. Après un tour, le 33e était déjà un demi-tour du meneur. C'était vraiment ridicule. Là. Petit carton jaune au commissaire de piste qui aurait peut-être dû refuser le départ. Ça veut dire que le top 3 sont partis comme des fusées, puis ont laissé tout le monde derrière. Mais bon, ça reste une course de 200 tours. Et il peut toujours y avoir des drapeaux jaunes, ce qui s'est passé pendant la course. Petit mot pour en revenir à l'accident de Spencer Pigot. Oui, je voulais t'emmener là-dessus justement pour terminer ce segment. Oui, ça c'est, je dirais peut-être aussi carton jaune aux soigneurs qui étaient là. J'ai pas trop compris la situation. Pourtant, l'accident semblait quand même violent, on s'entend. On a vu les reprises à plus d'une quinzaine de fois pendant qu'il extirpait le pilote de la voiture. On a décidé de l'extirper. On a décidé de le faire marcher et par la suite de le mettre sur une civière par prévention. Là, j'ai pas trop compris. Là, parce qu'il semblait être capable de marcher. Il semblait pas avoir de problème au niveau des bras. Ça veut dire que son problème, ça vient du niveau de la tête. Pourquoi qu'on a décidé de sortir le pilote de la voiture et de ne pas le mettre immédiatement sur la civière? Parce que les pilotes ont aucun pouvoir décisionnel quand ils se font sortir de la voiture. C'est t'embarques dans l'ambulance ou t'embarques sur la civière, c'est fini, merci, bonsoir. En fait, il n'y a pas juste ça. Oui, il y a la tête qui est problématique, mais juste mentionner comme ça, un accident comme ça, avoir un caillot sur une artère, ça se peut. C'est très possible. Avoir la rate qui explose, ça se peut. C'est un peu mortel. Je dis ça comme ça. Très possible. Dans toutes les situations, le pilote ne doit pas rester debout parce qu'il doit faire le moins d'efforts possible pour ne pas justement aggraver la situation, surtout dans le cas où peut-être une vertèbre a été touchée. Ça, c'est encore pire. Parce que le moindrement que le corps va bouger, ça peut causer des blessures permanentes. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau du fait d'extirper un pilote à cause de l'aéroscreen? En tout cas, moi, je pense pas. Je pense que ça se détruit assez facilement, là, ce genre de truc-là. Là. Je pense qu'ils ont les outils en 2020 pour pouvoir briser ça dans le temps de le dire. Mais est-ce qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'exécution? Au niveau des pilotes? Je sais pas. Mais du moins, pour moi, dans mon livre à moi, c'est un carton jaune. Ouais, la seule chose que je verrais, c'est que le gars est parti, il est parti comme une fusée en partant, puis après ça, les médecins se sont rendus compte, il est parti, on va le chercher. Mais dans ce cas-là, les médecins n'ont pas le carton jaune. C'est Pigot qui, soit qu'on lui donne un carton jaune, ou soit qu'il est carrément parti par lui-même dans un élan de confusion. Mais encore là, ils ont plus de suite. Encore là, le pilote, là, pendant 1 minute et demie, est resté dans la voiture. On le voyait bouger. Mais il n'a pas essayé par aucune façon de s'extirper par lui-même. C'est les soigneurs qui sont allés le voir et qui ont commencé à le détacher et à l'extirper du véhicule.
Je pense qu'il y a eu un petit problème à ce niveau-là, puis je pense que l'IndyCar devrait se mettre là-dessus, puis peut-être corriger la situation, justement en lien avec ce type d'accident-là, qui, dans mon livre à moi, c'est un accident relativement violent, là, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, puis je pense que tous ceux qui ont écouté la course à la maison ont vu l'accident, ils ont dû dire ils s'en tirent bien pareil, là, dans les circonstances. Là. Oui, en effet. Donc là-dessus, eh bien, à suivre pour par rapport à ça. C'était quand même, dans les circonstances, quand même un bon Indy 500. Un peu dommage, comme on disait, là, pour toute l'histoire des codes d'écoute. Et en espérant que l'année prochaine, on ait le droit à une version régulière de cette Indianapolis 500. Oui. Donc voilà, ça se complète ce premier segment. Maintenant, eh bien, on va aller du côté donc, de votre... ce segment, découvrez votre série, comme je mentionnais en début de balado. Donc, le but, c'est de découvrir les différentes séries et ce qui est relié à l'entour. Je veux pas vraiment qu'on se limite vraiment à EGT4 dans ce cas-ci. Je veux vraiment qu'on aille plus large dans ce cas-ci, Julien. Donc, on va commencer justement, comme je parle, comme je disais, avec EGT Challenge. Julien, d'abord, c'est ta deuxième présence avec nous lors de cette balado. Beaucoup de choses ont changé depuis ce temps-là au sein de l'organisation. Ben, je dirais pas beaucoup, je dirais plus des ajustements. C'est sûr que là, on a fait la première saison, je dirais pas de façon précipitée, mais on a comme accéléré le processus pour partir une saison, puis ça n'a pas parti sur un beat de saison normale. Si on peut dire, on est comme parti un peu en décalage de ce qu'on aurait dû. Fait que c'est sûr que déjà en partant, le format de la saison ne sera pas pareil parce qu'on veut avoir un horaire qui est plus optimisé, si on peut dire. Là. Donc, au niveau de la saison en tant que telle, là, de toutes les séries ensemble, on va toujours garder un rythme qui est automne-hiver, hiver-printemps. Donc, on va toujours avoir une saison qui est la fin de l'automne jusqu'à l'hiver, après ça, une petite pause durant le temps des fêtes, 2, 3, 4 semaines. Après ça, on va repartir hiver jusqu'au printemps. Puis l'été, on va peut-être avoir des courses hors saison, des trucs comme ça, mais c'est comme la dernière saison, on a terminé, c'était au mois de juillet, si je ne me trompe pas. C'était un petit peu limite, là. Disons, ça paraissait un petit peu sur les présences des pilotes, sur peut-être les codes d'écoute un petit peu. Donc, sur ce point-là, c'est sûr qu'on va s'ajuster. Je dirais le gros changement, c'est vraiment la catégorie de voitures pour la série principale. Étant donné que c'est une catégorie qui vient d'être ajoutée puis qui est quand même dynamique, puis les pilotes ont l'air d'aimer beaucoup le format des GT4, ben c'est sûr qu'on s'est dit on prend-tu la chance de continuer en GT3 puis que les pilotes auraient aimé mieux GT4 puis que ça joue un peu sur les présences et puis en même temps qu'on perde comment je dirais ça, la possibilité d'avoir un show vraiment plus intense avec les GT4. Fait qu'on se dit, on va l'essayer, puis si ça ne marche pas, on corrigera pour la prochaine saison. En ce moment, c'est vraiment, on l'essaye. Si ça marche, peut-être que ça va rester GT4 comme saison principale la saison d'après, peut-être pas. On va peut-être alterner GT4, GT3 tout le temps. À suivre. Un des points aussi de la GT4 que je voulais, c'est que, tu veux pas, ACC, c'est quand même un simulateur récent. Donc, il y a beaucoup de gens qui embarquent sur ACC en ce moment. Fait que c'est une série qui va peut-être aider les gens à un peu prendre le beat un peu du simulateur, de la série, et ainsi de suite. Donc, ça va sûrement aider ceux qui débutent, ceux qui commencent à prendre un petit peu plus d'expérience avant de tomber sur une GT3 qui est un petit peu pointilleuse, si on peut dire, comme voiture, qui pardonne moins quand tu fais une erreur, disons. Tout à fait. Également, je vais revenir sur un point que tu as mentionné tout à l'heure par rapport au code d'écoute. Un point qui m'a intéressé, justement, on regarde les statistiques, nous, à SFTV, évidemment. Justement, la dernière course de la saison, on a vu une belle augmentation et sinon, ce que j'ai pu comprendre, ou en fait, on avait compris pendant la semaine, donc il y a eu beaucoup de nouveaux pilotes qu'on a donné la permission de courser donc dans cette dernière épreuve-là à la fin de la saison. Et justement, ça a été extrêmement positif au niveau des codes d'écoute, au niveau de découvrir des nouveaux pilotes que on a rarement vu dans certaines sphères du sim racing et qui ont bien performé justement. Ça, est-ce que c'est des choses qui pourraient être... le processus d'accession à la série principale, est-ce que c'est quelque chose qui va être amené à changer au courant de la saison? Ben, on va essayer de mettre en place. C'est sûr que là, on arrivait vers la fin de la saison.
On avait quand même une lutte très serrée entre William Lévesque et Jonathan Boivin. Puis là, c'est toujours une question de c'est quoi la meilleure solution, mais il n'y en a pas. Fait, là, on s'était dit, on va bloquer mettons, l'entrée des nouveaux, si on peut dire, pour la série principale. Pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui est moins habitué qui rentre dans la course puis que ça cause que ça a un impact sur le résultat du championnat. En tout cas, je pense que ça a quand même bien fonctionné. Là. À ma mémoire, j'ai pas vu de cas majeurs. C'est sûr qu'il y a des accidents, des incidents, il va toujours en avoir. Ça arrive dans les séries professionnelles, ça arrive au Indy 500, ça arrive en Formule 1. Je pense que c'est inévitable. Là. Mais en tout cas, je crois que le résultat souhaité a fonctionné. Ce qu'on va mettre en place, ça va être surtout pas une évaluation, mais je dirais un nombre minimum de courses à faire dans la série autour avant d'arriver dans la série principale. Pour au moins que le pilote ait l'expérience, qu'il connaisse un peu les gars, parce que veut pas, quand tu sais qui est en avant de toi, t'as moins de chances d'avoir un accident, tu sais un peu comment le pilote va réagir et ainsi de suite. Fait que, au moins, s'il roule avec les gars, gaffés, peu importe, il y a plus de chances que ça se passe bien. Ceci dit, c'est ça. Donc là, on est en train de mettre ça en place. La saison débute la semaine prochaine, donc il me reste des petits trucs, des petits points à finaliser, mais je vais me monter un genre de dossier dans lequel je vais pouvoir comptabiliser qui a participé. C'est sûr que si on voit puis que le pilote il fait une course puis qu'il roule avec les pros puis qu'il est hyper clean, peut-être qu'il va pouvoir embarquer plus vite. À l'inverse, si le pilote n'a vraiment pas beaucoup d'expérience puis qu'on voit qu'il a besoin d'un petit peu plus de temps, on pourra l'aider puis voir quand c'est le meilleur moment. Mais on a aussi quelques pilotes qui sont là, justement, qui sont coachs, on peut dire, là, qui aident ces pilotes-là pour les superviser, pour leur donner des petits conseils, puis les aider à pratiquer, puis ainsi de suite. Donc, je pense qu'on va réussir à intégrer la majorité des gens pour la saison. Déjà en partant, je pense qu'on a plus d'inscrits en ce moment qu'on avait à la fin de la dernière course. Là, mettons qu'on compile tous les pilotes qui ont participé à toute la saison. Je pense qu'on est quasiment égal, même plus, qui veulent faire la première course déjà en partant. Là. Fait que là, ça cause un certain problème, mais un problème par contre. Ouais, c'est ça. Mais fait que là, 50 GT4 au départ, je ne sais pas ce que ça va donner, là, mais c'est ça. Moi, j'ai posé la question. Ça démarre à Kialami en plus, si je me trompe pas. C'est ça. Non, mais moi, j'ai posé la question. Mon point, c'était plus... Je préfère qu'il y ait un petit peu moins de monde et que si ça se passe vraiment bien, qu'on augmente tranquillement. Mais les pilotes étaient assez tous du même avis. Ils disent aucune limite, on rentre tout le monde, puis Aven Kupura. On va voir. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on le saura. Voilà. Et la question qu'on se demandait, pour les qualifications qui s'y déroulent présentement, est-ce que c'est en France pour les trois classes évidemment, donc pro, silver et amateur, est-ce que ça affecte les deux séries ou uniquement la série principale? Les deux séries? En fait, il y a 3 séries, mais la troisième, c'est une série plus on l'a appelé for fun, là, genre c'est une série que tu roules puis c'est pas grave si tu fais la première puis la 10e ou peu importe, là, tu sais, en ce moment, je pense pas qu'on comptabilise de points, peut-être qu'on va le faire s'il y a quelqu'un qui veut le faire, mais moi, j'aurais pas vraiment le temps de le faire, mais ça va être vraiment, tu te connectes, ça va être une piste aléatoire, c'est le serveur qui décide. Tu sais, moi, on n'aura aucun contrôle. Là. Ça va être, tu peux super arriver que ça soit le déluge à batters, comme ça peut être le beau soleil à Spa. Oh mon Dieu! Le déluge à Zolder, est-ce que c'est possible aussi, ça? Ouais. Ouais, mais en plus, ça va être en mix, fait que ça va être GT3 et GT4. Ah! Okay. Donc, tu sais, ça va être c'est vraiment pour le fun. Là. Si tout le monde se plante et qu'il n'y a plus personne après 2 tours, c'est pas grave. Là, donc, c'est ça, c'est la course du mercredi. Sinon, c'est ça. Ça va être vraiment vendredi, dimanche, GT4 et GT3. Puis, je me sais plus c'était quoi la question, là, mais... c'était pas mal ça, la question. Okay, t'as pas mal répondu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Les qualifications, ça va être vraiment pour toutes les séries. Dans le fond, le pilote va avoir sa classe d'attitré, peu importe sur quelle série il se connaît. OK. Donc, si, exemple, le pilote est très bon en GT3, mais en GT4 est moins bon, il n'y a pas d'ajustement qui serait possible, par exemple. Là, Ben, peut-être, mais je veux dire, tu sais, s'il est moins bon en GT4, c'est probablement parce que c'est nouveau, puis après 2-3 courses, il va rattraper. Fait que, tu sais, si je vois qu'il s'aqualifie de GT3, il est comme d'un pro, puis dans GT4, il est en bas du silver, je vais pouvoir le mettre pro pareil, parce que je sais qu'après 2-3 courses, il va avoir rattrapé l'écart. Donc, tu sais, ceux qui vont faire les 2 séries, je leur ai demandé de faire les 2, puis je vais comparer, voir. Mais à date, pour de vrai, c'est assez semblable. J'ai pas vu vraiment de gros écarts entre chaque voiture dans ceux qui l'ont fait les 2.
Ah, intéressant, j'espérais justement qu'on arrive à ça parce que justement, l'expérience que j'ai, puis même au niveau personnel, là, certaines voitures, exemple, certaines classes, c'est vrai qu'elles sont très proches. Je vais être dedans. Numéro 1, on peut prendre un exemple. Je donne l'exemple classique GTE versus GT3 sur iRacing. GTE, j'ai tendance à me tenir au niveau de mon iRating, on est aux environs de 3000, pas de problème. GT3, 2100, 2200, 2300, c'est à peu près mon niveau réel. Ouais. Donc, c'est pour ça que je pose la question parce que les voitures se conduisent pas tout à fait pareil. Et certains styles de pilotage peuvent être emmenés à conduire moins bien. Maintenant, c'est sûr que les simulations sont différentes. Je compare certains, comme personne qui est à côté de moi pourrait dire, je compare des pommes avec la pâte à dents crisse, là. Mais ou je pourrais dire encore pire que ça, de la pâte à dents avec des oranges. Ça, ça c'est un peu affreux. Mais le point étant que justement, si ACC, là, je le gérais un peu comme iRacing, je vois qu'il y a vraiment une différence énorme entre les différentes voitures. La question est passante. Maintenant, par contre, j'aime ce que tu m'as dit parce que ça veut dire que les pilotes qui vont être dans cette série vont être habitués justement à la voiture. Donc, ou vont être au même niveau les deux côtés. Présentement, la manière que tu me dis, ça sonne comme quelque chose qui va être excitant à regarder. Puis, tu sais, ça fait depuis le mois de juillet que les GT4 sont sortis. Puis, tu sais, il y a David Bélanger qui a organisé une coupe de courses hors série. Fait que, tu sais, il y a eu plusieurs pilotes qui ont eu le temps de les essayer. Nous, on a fait une course dimanche passé. Il va y avoir, il y a une couple de courses là, durant d'ici le début de la saison qu'on va avoir fait pour justement amener les nouveaux à avoir le processus de départ. Tu veux pas faire une course d'1 heure, faire une course de 2 heures. Fait que c'est tous des trucs qui vont avoir un petit peu pratiqué au moins avant le début de la saison. C'est pas comme si on venait de recevoir les GT4 la semaine passée puis qu'on partait la semaine d'après. Là. C'est ça. Puis les classes. Il y a des qui ont fait ça. Okay. C'était pas une bonne idée, mais ils l'ont fait. Ouais, mais tu sais, des fois, si ça arrive comme ça, le timing fait que, mais bon, on a eu la chance que ça arrive plus tôt cet été, fait qu'on a eu la chance de les essayer. Puis c'est aussi que la qualification, mais c'est pas un hot lap, mettons, le meilleur temps, tu sais, je prends les 4-5 meilleurs temps, puis je fais une moyenne, puis les 4 en GT3, puis la même chose en GT4. Fait que tu sais, j'ai quand même un arrondi, tu sais, de deux paquets de données, si on peut dire. Donc, ça me donne quand même un bon aperçu de pas juste son meilleur temps. C'est un rythme de 4-5 tours sur une piste qui est quand même assez diversifiée, là, des bonnes lignes droites, des plus courtes, des grands petits virages serrés et larges. Donc, ça permet de voir vraiment le pilote dans plusieurs conditions. C'est sûr que si on voit pendant la saison que on était complètement à côté, on peut s'ajuster, mais on va essayer que ça soit plus au début de la saison. Parce qu'après ça, il faut tout refaire les calculs de points. Et on parle. Ouais. On apprend, je l'ai fait pour la première saison, mais je ne la ferai pas 3 fois dans la deuxième. Là. Et aussi, c'est surtout que le classement est un petit peu différent cette saison-ci. C'est qu'au lieu d'avoir les pros, les silver et les AM, il va y avoir le classement général. Donc, tout le monde, du début jusqu'à la fin. Après ça, un classement séparé pour les silver, puis un classement séparé pour les AM. Fait que si le silver, il gagne la course, puis il est champion, ben il est champion de la saison. C'est rendu là, comment je dirais ça, c'est que j'aurais pas d'avantage à refaire les classements. Il aura le mérite d'avoir été le silver qui gagne la saison. T'sais. Ah oui, dans ce cas-là, c'est vrai que ça avait réglé le problème Sylvain Laurent, entre guillemets, vient d'être réglé de cette façon-là. Mais pour revenir à... j'ai une note ici. C'est un heureux problème dans son cas. Là. Ah ouais, je t'avais posé des questions, tu sais, qu'est-ce qu'on a... J'ai une note ici, j'avais une note de Sylvain Laurent, parce que je savais que ça allait venir sur le sujet. Je l'avais vu aussi. non, mais c'est que Sylvain, je veux dire, tu sais, puis j'y ai parlé, j'ai été le voir un moment donné au milieu de la saison, j'ai dit, tu sais, comment tu vois ça? Moi, j'avais mon idée faite, puis je voulais voir qu'est-ce qu'il en pensait, puis je disais, s'il aurait voulu changer de classe, on l'aurait fait, mais tu sais, comme il m'a expliqué, il a commencé sur simulateur, il débutait. C'est un pilote qui roule dans la vraie vie là, sur circuit, mais simulateur, il débutait. Puis, c'est ça, les premières courses, c'est certains ajustements. Puis, à un moment donné, la courbe d'apprentissage a monté assez vite, mais il a progressé, il est devenu meilleur. C'est pourquoi le montée de classe, je veux dire, il a montré une belle courbe d'apprentissage, tant mieux, ça fait qu'il est champion de la classe AM de cette saison-là. Et voilà. Sinon, c'est que dès qu'il y en a un qui se démarque un peu, on va le monter de classe tout le temps, puis ça vient un peu enlever le mérite d'avoir gagné cette... En même temps, on peut démotiver la personne, justement, qui est habituée de se battre pour la tête, et finalement, dans l'autre classe en haut, elle est rendue dernière, c'est un peu plate. Donc, il y a des pilotes que c'est arrivé que dès le début de la saison, vraiment, on l'avait classé Silver, puis il était toujours au milieu des pros, mais on l'a monté pro tout de suite, c'était pas la même situation. Là.
Mais c'est ça. Fait que ça, c'est le point Sylvain Lorrain, c'est réglé. Et voilà. En terminant, Julien, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre, autant rejoindre la Ligue que rejoindre toutes les informations concernant celle-ci? Ben, je dirais que la page qui condense le plus d'informations pour quelqu'un qui est pas membre avec nous, si on peut dire, c'est la page Facebook. C'est EGT Challenge TV sur Facebook. Mais on a le groupe pour les pilotes. Puis même ceux qui sont pas pilotes, qui veulent peut-être penser à rouler éventuellement, qui ont des questions, ils peuvent venir voir. C'est le groupe EGT Challenge. Puis sinon, le Discord qui est pas mal le point central où ce que tout se passe, les discussions, le coaching, et ainsi de suite. C'est vraiment là que... Mais puis le site web aussi, accqc.ca, qui est comme l'ancien nom. Tous les liens sont sur le site web aussi. Parfait, donc les liens qu'on met présentement sur ceux qui nous regardent en direct, donc vous les voyez présentement sur Facebook. On va les mettre en description également de nos différentes places sur YouTube, Spotify ainsi que Google Podcast. Vous allez tout avoir les informations de ce côté-là. Julien, merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour être avec nous. Tu peux rester avec nous évidemment pour la troisième partie, pour le reste de l'émission. On parle de Formule 1, je pense que ça va être plus dans ton dada, là, cette partie-là. Donc, merci beaucoup encore. Merci à vous. Voilà, donc on va tout de suite passer du côté de la Formule 1. Donc, quand on disait qu'il s'était passé beaucoup de choses depuis un mois, eh bien, en Formule 1, on a eu le temps de voir beaucoup de dénouements de situations qui sont dévoilées. Par quoi on commence? J'ai deux noms d'écuries qui sont devant moi là que. Oh, on y va. Domination Mercedes. Bon, j'allais dire par quoi ne pas commencer. on va clarifier ça tout de suite, là. On passera aux autres choses après. Bon, ben, on va prendre 1 minute et quart pour en parler. Que voulez-vous? Domination Mercedes, encore une fois. Si on regarde au niveau du classement des constructeurs ainsi que du classement des pilotes après 6 courses. Hamilton, 4 victoires sur 6. Verstappen en a 1 et Bottas en a 1. Donc, un total de 5 pour ce qui est de Mercedes. Hamilton qui voit son avance de près de 40 points au classement général. Derrière, Max Verstappen qui... à chaque année, il réussit avec sa Red Bull, contrairement à son coéquipier, à faire des résultats plus qu'acceptables. D'ailleurs, non, pas acceptable, excellent là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est excellent là. C'est vraiment du. Retiens-toi pas là. C'est vraiment excellent. D'ailleurs, on pourrait aussi parler du dernier Grand Prix où Verstappen a replacé, mais pas à peu près, ce qui lui sert de crew chief pour l'écurie. Je veux dire que à un moment donné, il n'était pas content, mais je partage son opinion, c'est-à-dire, on peut-tu gérer notre stratégie à nous, puis pas juste se fier sur le fait que les Mercedes sont en avant ou se fier sur leur stratégie à eux. Ils seront pas capables de les rattraper en temps normal. Donc, rendu là, on est-tu mieux de juste se fier sur les stratégies que nous, on va employer, puis essayer de finir 2e ou 3e, aller chercher un podium? Je pense que Max Verstappen avait 110% raison dans son commentaire. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses, Oli, là-dessus, mais je pense que tu partages pas mal le même avis, là. Oui, mais je vais y revenir dans quelques instants. Je vais entendre Julien là-dessus parce que ça mène vers mon deuxième point que je veux qu'on amène. Ouais. À propos de Verstappen, ça? Oui, ou à propos de Mercedes aussi, là. Ben, c'est sûr que la domination Mercedes, c'est là depuis plusieurs années. Faut quand même pas oublier que Hamilton, on a l'impression qu'il l'a facile, mais je pense qu'il travaille très fort. C'est sûr, il faudrait voir la différence si on le mettrait, exemple, chez Ferrari ou Red Bull, est-ce qu'il serait en avant? Je pense qu'il amènerait sûrement quelque chose qui serait capable d'extirper que Verstappen n'est peut-être pas capable encore de sortir de sa Red Bull. Donc, il y a quand même il l'a pas nécessairement facile. Je pense que c'est quand même... il travaille pour arriver à ces victoires-là, parce qu'il y a quand même un coéquipier qui ne donne pas toujours sa place non plus. Bottas, c'est quand même... c'est pas un pilote peut-être pas au niveau de Hamilton, mais il est quand même... il talonne assez souvent. Donc, mais c'est sûr que... moi, j'ai toujours été un peu un éternel positif de la Formule 1, mais mon intérêt, pas qu'il diminue, mais c'est comme, on dirait que je suis moins
moi, tu sais, c'est comme bon, ok, sûrement que Mercedes va gagner, mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant qui se passe. C'est sûr que cette année, on a beaucoup de rebondissements, les pneus qui éclatent et ainsi de suite. Ça amène des fois, mais tu sais, est-ce que c'est le spectacle qu'on veut, une course qui se gagne parce que trois pilotes ont fait un flat? Tu sais, c'est peut-être pas en tout cas, mais c'est, comment je dirais ça? Ça reste que c'est comme la série mondiale, la plus haut niveau, qui est quand même intéressant à regarder, puis que je vais sûrement regarder toute ma vie encore. Mais c'est ça, j'ai une mini démotivation face à la Formule 1 depuis quelques semaines. C'est peut-être la COVID qui cause ça, je sais pas, mais... La domination de Mercedes, on va se le dire, elle est saoulante, mais on a un duo qui est tellement dominant, le duo Mercedes-Hamilton. Hamilton, un des meilleurs pilotes de tous les temps. Mercedes, une des voitures les plus dominantes de tous les temps. Donc, on peut pas s'attendre à autre chose, malheureusement. Pour ce qui est... Julien, je vois que... Non, mais c'est surtout ce que j'allais dire, c'est que si la Formule 1 veut vraiment un spectacle différent, il faut qu'il change tout au complet. Je veux dire, Mercedes sont juste en exécution parfaite. Ils ont juste compris comment ça marche. Où il y a des choses qu'on sait pas, mais je veux dire, en ce moment, il y a rien qui peut le prouver, fait que ça donnerait d'aller là, mais je veux dire, tu sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ils exécutent à la perfection, on peut pas leur reprocher, c'est eux qui ont trouvé la meilleure solution en ce moment. Donc, voilà. tu sais, chapeau à eux, c'est plate, si on veut que ça change, il faut juste que tout change au complet, parce qu'à ce moment, c'est monté de façon à ce que, il va toujours avoir une équipe, ça a toujours été comme ça, de toute façon, il va toujours avoir une équipe qui va trouver la solution pendant 2, 3, 4, 5 ans. À un moment donné, puis il y a un changement de règlement, puis là, ça repart à zéro, puis il y en a une autre qui trouve la solution pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ferrari, Red Bull, Mercedes. C'est toujours un cycle comme ça, Williams et McLaren. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Donc, des fois, on a l'impression qu'il y a 10 ans, c'était pas comme ça, mais je veux dire, j'oublie son nom. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça. Il y a 15 ans, oui, par contre. Non, mais tu sais, je veux dire, tu prends, mettons, Ayrton Senna, je veux dire, tu sais, c'est quand même une domination. Michael Schumacher, c'est quand même, tu sais, c'est que ça a toujours été comme ça. On dirait qu'on l'oublie, puis qu'on est fâché après Mercedes et Hamilton. Ouais, parce qu'on se souvient tellement, justement, de l'épisode 2009 à 2013 que... Pour nous, c'est rendu une normalité, alors que non, c'est une période qui n'est... Enfin, plutôt, je dirais 2016 à 2015, on s'entend, on va plus inclure cette partie-là, avant le changement de règlement, où justement, c'était une période tellement... où c'était serré, qu'on en a oublié que la F1, ça a toujours été des périodes de domination qui se sont succédées. Avec une équipe deuxième qui est toujours très proche, mais qui n'est pas... qui n'est jamais vraiment capable d'aller challenger au complet par rapport au premier. Là où je voulais emmener, le deuxième point... par rapport à ce que tu parlais, Pierre-Luc, c'est des histoires Ferrari, et où je vais en venir, c'est pendant que Verstappen chialait après ses mécanos ou son équipe par rapport à sa gestion de sa stratégie, il y a un certain Sébastien Vettel qui, pendant ce temps-là, je pense que l'équipe Ferrari, eux autres, ils avaient ramassé leurs affaires après que Leclerc ait abandonné. Ils avaient laissé leurs affaires, puis ils commençaient à ranger. Ils ont oublié qu'un certain Vettel était là, et qui a fait sa propre stratégie? Sébastien Vettel est parti du 30e tour jusqu'à la fin. Je comprends rien vraiment de ce qui se passe chez Ferrari, sérieusement. Là. J'étais prêt à jeter les roches sur Sébastien Vettel, puis vous m'avez entendu là, dans les dernières semaines, du moins on en avait parlé dans le dernier podcast, je crois. On disait que Sébastien Vettel était pas au niveau de Leclerc, mais là, tranquillement, pas vite, je commence à croire que Ferrari n'est vraiment pas la cause de son pilote. On l'a vu là, pendant ce Grand Prix-là. C'est comme Vettel qui dit vous me niaisez, là. J'ai posé cette question-là il y a 3 tours, c'est là que vous allumez, vous me demandez de foncer, puis là, vous me dites je pourrais économiser mes pneus pour me rendre jusqu'à la fin. Sérieusement, Ferrari, ils nous ont déjà surpris avec des décisions. L'ère après Ross Brown, on s'entend, avec des décisions rocambolesques côté stratégie, mais là, ils n'ont même pas pris de décision, ils ont juste fermé les livres, puis ils ont dit on va laisser Vettel courir jusqu'à la fin, il fait ce qu'il veut. OK. Mais encore une fois, ça prouve que Ferrari est en train de délaisser littéralement son deuxième pilote. Je pense que même si on sait qu'il ne courra pas pour Ferrari l'année prochaine, c'est pas une question pour autant de démontrer au pilote pendant la course qu'on a abandonné concernant sa situation. Je trouve ça vraiment aberrant. Tout à fait, ça résume très bien la situation. Et malheureusement, avec les circonstances, je veux pas être plate, mais Ferrari mérite un peu ce qui se passe, ce qui lui arrive dans les circonstances. Et je parle pas juste par rapport à la stratégie, je parle de l'ensemble de là. Ferrari est, depuis l'histoire où justement ils se sont fait prendre,
par la FIA, mais pas officiellement. Il y a un accord, donc ils sont fait prendre, mais on sait pas pourquoi et dans quelles circonstances. Mais malheureusement, c'est pas eux autres, c'est pas eux autres les seuls qui se font pénaliser par rapport à ça. Il y a 2 autres équipes également qui présentement se battent en Formule 1.8 là. Donc avec Williams. Donc je veux pas être plate là, mais présentement Ferrari ce qu'ils ont fait, ça fait extrêmement mal, pas juste à eux, mais au tiers de la Formule 1 et ça, c'est dommageable. L'autre partie justement qui peut faire mal à la Formule 1, et là, on en parle, je vois du monde qui dans le chat en parle présentement. Ça allait venir, messieurs, inquiétez-vous pas. Oui, donc je parle bel et bien du procès de Renault contre Racing Point. Donc pour un petit rappel, Racing Point a été pénalisé de 15 points au championnat et 4 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, ou 5 millions d'euros. C'est pas 400 000? Ouais. C'est 400 000, je Ah, c'est 400 000, oui, c'est 400 000. C'est dans les 6 chiffres, ouais. Ok, j'ai mis un chiffre de trop. Donc voilà, 400 000 euros de pénalité, donc d'amende. Monsieur Stroll peut se payer ça, je pense. Oui, en effet, au pire, c'est une Aston Martin de moins, c'est pas plus grave que ça. Oui, c'est ça. Donc voilà, Renault évidemment annoncé qu'il retirait son protêt. Maintenant, est-ce que... Messieurs, j'ai une question par rapport à ce retrait-là, parce que Ferrari n'ont pas retiré, et évidemment, Racing Point vont protester jusqu'à la fin, là. Est-ce que ça serait lié aux accords de la Concorde? Tout ça qui vient d'être signé par les 10 équipes. Drôle de timing pour avoir donné un protêt 2 jours après avoir signé les accords de la Concorde. Quand on dit que la F1 en background, c'est beaucoup de politique, c'est un exemple, encore une fois. C'est dur à dire. Moi, l'impression que ça me donne, c'est Renault qui fait le protêt, puis un coup que 7 ou 8 écuries qui sont dans le protêt font comme « Bon, ben j'ai fait ma job, salut, bonne journée. » C'est un peu ça que ça m'a donné comme impression, mais évidemment, c'est pas le cas. Ben, il y a Williams puis McLaren qui ont retiré leur protêt, eux, de leur côté. Donc, il y a juste Ferrari et Racing Point qui ont protesté. Tout le reste, il n'y a plus de protêt. Évidemment, Racing Point qui proteste contre tout ce qui s'est passé en lien avec les protèges. Ben, contre la décision, en fait, parce que pour eux, ils ne méritent pas de pénalité. Pour eux, ils sont dans la légalité. Là. Ben, pour ceux qui sont pas au courant, ben, Lawrence Stroll a fait une sortie médiatique, une vidéo de 5 ou 6 minutes où justement il parle du pourquoi il va en protêt contre les décisions que la FIA a prises et les décisions subséquentes à ce moment-là, puisque à chaque course, c'était parti pour que Renault proteste à chaque course contre les fameux écopes de frein et que ça allait coûter des points importants à chaque course. En tout cas, si je me trompe pas, là, c'était ça qui était prévu. Et en fait, présentement, ce qui va arriver, c'est que les écopes de frein sont illégales, mais tolérées. Donc, ce qui va arriver, c'est après chaque course, Racing Point va se faire avertir, va se faire donner une tape sur les doigts par les commissaires de course. Aucune incidence. Ouais. C'est ce qui va arriver jusqu'à la fin de la saison. Ça, vous allez déjà voir après chaque course. Vous allez réellement avoir une sortie dans les médias. Racing Point encore réprimandé par rapport à l'utilisation des écopes de frein arrière. Ouais, ça va être ça à chaque course. Moi, ma question que je me pose, c'est qu'à ma mémoire, si je me souviens bien, la FIA avait supervisé tout le processus de la copie, entre guillemets, là, puis il me semble que ça avait été approuvé. Alors pourquoi, à moins que je me trompe, là, mais il me semble que j'ai vu ça passer, pourquoi ça aurait été approuvé? Et puis que tout d'un coup, je veux dire, certainement qu'ils ont dû prendre la Mercedes et l'amener à côté pour vérifier si vraiment... je veux dire, je sais pas pourquoi ils n'ont pas vérifié ça. Là, c'est vraiment les écopes de frein en tant que tel arrière qui sont un produit listé, une pièce listée par la FIA. Mm-hmm. Donc, les écopes de frein avant, ils pouvaient les copier pratiquement parce qu'il y avait les écopes de frein de l'année d'avant qui, eux, n'étaient pas listées. Par contre, les écopes de frein 2020 arrière, mais les écopes de frein 2019, ou même peu importe, pour 2020, ils sont listés. Et Racing Point avait le propre l'année d'avant parce qu'il y avait le concept de high rake. Là, c'est plus, on rentre plus dans le territoire d'Eric là-dessus. Là. Mais en gros, le devant de la voiture qui est beaucoup plus bas que par rapport à l'arrière de la voiture, le concept Red Bull, pour ainsi dire. Mm. Donc, dans ce cas-ci, les écopes de frein arrière de Mercedes, ça servait à rien. Il n'y avait aucun bénéfice aérodynamique à les avoir. Maintenant, du côté de Racing Point cette année, comme on fait pratiquement une copie conforme de la voiture de l'année d'avant de Mercedes, et c'est ça, une chose à mentionner, je vais faire un petit aparté très rapidement. On a beau copier une voiture, ça veut pas dire qu'on sait comment elle marche. Mm. On l'a mentionné plusieurs fois pendant cette balado, et là encore une fois, Eric pourrait plus venir confirmer par rapport à ça. Mais c'est bien beau de dire on va copier une voiture, mais si malheureusement on sait pas comment elle marche aérodynamiquement, ben ça va aller ça va être un peu difficile. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir de ça, c'est la Racing Point sous la pluie cette année. Lance Stroll sous la pluie, je dirais pas que c'est un dieu, mais a toujours démontré
des très bonnes habiletés, il s'approche des meilleurs en F1. J'ai aucune honte à le dire. Mais cette année, par rapport à où la voiture elle est, sous la pluie, il est nulle part. Et pourtant, les Mercedes sont en avant. Donc on voit que, justement, on ne sait pas comment régler la voiture sous la pluie. Ça me donne un indice. Ça veut dire que on a peut-être copié une bonne partie de la voiture, certes. On a compris comment la voiture fonctionne sous le sec, sur les conditions régulières, mais sous la pluie, on a plus de difficultés. Et là, ça m'amène vers l'avant-dernier point que je veux qu'on parle. Et là, on va introduire un nouveau concept pour nos auditeurs. Je pense que vous allez apprécier. La Formule 1.5. Pourquoi? On s'entend, il y a 2 championnats présentement qui se jouent. 3 selon certains. Je parlais de la Formule 1.8. Il y a une raison, là. Mais on va les inclure dans la 1.5. On sait jamais, Williams pourrait peut-être décider de faire un point cette année. Ça peut arriver. Donc voilà. C'est utopique, mais quand Mais même. il y a une amélioration face à l'année passée, par contre. Ils sont plus toujours derniers. Oh que oui, Williams... Est-ce que c'est à cause des Alfa Romeo qui sont vraiment plus... Non. Quelques fois, mais... Non, Williams sont vraiment rectification. améliorés cette année. Rectification, il y a une Williams qui finit jamais dernier. Ouais. Et qui fait la Q2 en plus. On mais parle de George Russell. Évidemment. Malheureusement pour Latifi, c'est un autre paire de manches. Il faut quand même lui laisser le temps. Disons qu'une première année en Formule 1, c'est pas toujours facile, surtout dans la situation actuelle. Ça doit être quelque chose de différent à gérer, mais Ouais. c'est ça. En effet. Où je vais en venir justement, Formule 1.5, c'est un concept pour ceux qui connaissent le forum Reddit. Ça a été développé un peu là-dessus. Donc, on prend ceux qui font donc 25% ou moins de leurs résultats sont des 25% ou moins. 25% ou moins de leurs résultats sont des podiums. Et on les met à part du reste. Donc, ceux qui ont 25% ou plus de podiums, c'est Formule 1, très clair, aucun problème. Excepté, cette année pour l'instant, il y a Ferrari. 33% des résultats qui sont des podiums, mais il y a une voiture qui est bien, une voiture qui fait des podiums, qui va même chercher pas loin des victoires, une autre voiture qui est un peu nulle part. Donc dans ce cas-ci, on les inclura pas parce que justement, ils sont trop limites. Mitigé un peu, C'est là, de placer ça en Formule 1. Par contre, l'autre partie, Red Bull le sont. Pourquoi? Je veux dire, je pense assez clair, Verstappen a gagné une course et il est sur le podium course après course après course. C'est Albon présentement qui n'est pas dans le coup, excepté la première épreuve où il est passé à un botté de 4e et 25 d'une victoire. Donc, c'est la seule chose. Mais sinon, on est clairement en Formule 1 du côté de Red Bull. Pour le reste, par contre, on l'est pas. Et ça, ce que ça veut dire, en prenant, si on, exemple, on élimine les quatre autres voitures, donc les 2 Red Bull et les 2 Mercedes, et qu'on refait le classement avec le système de points habituel de la Formule 1, 25, 18, 15, 12, 10, etc. Présentement, celui qui mène le championnat, c'est un certain Lance Stroll. Eh oui. Ouais. Moi, je me rappelle très bien sur Facebook, il y a quelques mois, quand il y a eu des nouvelles qui sortaient comme quoi que Racing Point devenait Aston Martin, puis j'avais marqué, parce que tu sais, j'aime ça un peu m'assiner avec les gens qui bâchent un peu sur Lance Stroll. Mais je veux dire, je suis pas un fan de Lance Stroll, mais je veux dire, il est quand même, il est pas là pour rien, c'est pas juste une question d'argent. Et voilà. Donc, puis j'avais mis quelque chose du genre Lance Stroll va peut-être avoir finalement un titre en Formule 1 chez Aston Martin. Puis là, tout le monde dit, ah non, c'est impossible. Je sais pas ce qu'ils pensent cette année du résultat de Lance Stroll avec une Mercedes, mais bon. Ben, c'est pas que conduit la voiture, hein. Tout le monde le sait. Ouais. Mais bon, on n'embarquera pas dans le sujet, je pourrais en parler très longtemps. Oh, on peut t'inviter pour un épisode là-dessus au complet. J'ai aucun problème là-dessus. Ouais, c'est ça, non. On va arrêter ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Lance Stroll a un championnat en Formule 3. C'est pas rien. Ben, il y en a, mais pas juste en Formule 3. C'est pas rien, là. Il y a d'autres championnats, je veux dire. Il a pas juste fini 15e, 12e, 15e toute sa vie pour arriver en Formule 1. Exactement. Il a quand même eu un très très bon cheminement, mais terni toujours par le fait que son père est multimilliardaire, puis que dans le livre de tout le monde, il a réussi à avoir un volant grâce à ça. Oui, ça a sûrement aidé, mais il faut pas enlever le talent du pilote, qui a un très très bon talent. Il mérite d'avoir une place en Formule. En fait, pour compléter... Oui, vas-y. Ouais, j'allais juste dire qu'il nous a montré quand même des belles batailles cette année avec d'autres pilotes de très haut niveau. Donc, je veux dire, c'est pas comme si à chaque fois qu'il y a un moment où il pourrait craquer, qu'il craque et qu'il se plante, je veux dire, c'est ça. Exactement. Et voilà. Et pour compléter sur Lance Stroll, il y a un point vraiment que d'après moi, qu'on l'aide pas, mais pas du tout. Le gars semble super timide. Honnêtement,
Je dirais timide, je suis pas psychologue, je commençais pas à dire, à faire une psychanalyse en direct, là, je m'appelle pas le Doc Mayou, là. Mais je veux dire, malheureusement, Lance Strowman a l'air d'une personne très introvertie, une personne très timide, donc c'est sûr que côté charisme, côté relation avec les médias, je veux dire, comment est-ce qu'on peut avoir une relation avec des fans quand un Lando Norris, qui a à peu près le même cheminement, même type, je sais pas de sa personnalité, pas du tout, mais même son père est multimillionnaire, pourtant Norris est adoré du public. Vraiment, tout le monde l'adore. Je l'adore, je suis le premier, ok, je l'avoue, je voudrais sur mon petit frère. C'est à ce point-là. Honnêtement, là, je l'adore. Tu voudrais être Ricardo. Je ne sais pas par contre, je voudrais être lui. Non, mais pour être son coéquipier, passer plusieurs fins de semaine avec lui. Ouais, puis demander s'il y a du poil plus bien à cet âge. Ça aussi. Ouais. Non, j'irai pas jusque-là. Mais il reste que, déjà, on voit la différence, d'après moi, se trouve peut-être plus là. Stroll, malheureusement, n'a pas une personnalité qui est très, comment dire en anglais, likable. Donc, déjà, ça ne l'aide pas beaucoup à ce niveau-là. Maintenant, l'autre point qu'il faut comparer, et là, c'est une comparaison un peu plus égale. Stroll versus Latifi, les deux pilotes canadiens. Encore une fois, Latifi, son père, c'est juste lui qui a Solina Foods. Tu sais, je sais pas si vous connaissez vous en mangez une fois dans le poulet sur Jolly James. C'est à lui. Donc. Il y a beaucoup de trucs qui sont à lui. Oui. Mais c'est surtout que. Lavazza, c'est pas à lui aussi d'ailleurs, les copes. Non, Lavazza, en fait, il y a juste le contrat pas de diffusion, mais de distribution au Canada. Ah, ok. Bon, c'est. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, tu sais, les gens peuvent être un petit peu frustrés du fait que son père ait payé, mais je veux dire, à un moment donné, que ce soit son père ou un commanditaire parce que c'est un bon contact de la famille, ou un commanditaire parce que c'est rare que, mettons, Petronas va aller te voir pour dire hey, écoute, toi, t'es bon en karting, je te mène en Formule 1. Tu sais, c'est de fil en aiguille, tu connais des gens qui parlent à un, tu sais, c'est le même que ça arrive là, tu sais, je veux dire, c'est pas juste comme. C'est pas juste tes performances. Tu sais, on aimerait tout ça. Si ça serait juste les performances, ça serait sûrement on aurait sûrement une grille complètement différente en Formule 1, mais c'est pas comme ça. C'est pas en bâchant sur ceux qui sont là en ce moment que ça va changer. Donc, tu sais, rendu là, c'est ça. Et voilà. C'est sûr que dans le cas de Latifi, il y a un parcours quand même très différent versus Lance Stroll. Je vois pas ça comme étant. Je compare pas le fait avec les deux. Leurs deux pères sont extrêmement riches. Rendu là, c'est extrêmement. C'est plus le fait que si on regarde les résultats de Nicolas Latifi dans sa carrière, c'est moins bon que Stroll. C'est beaucoup moins bon que Stroll. Mis à part en 2019 en Formule 2 où il a inscrit une deuxième place au classement général. C'est peut-être là que. Oui, c'est un des fields les plus faibles de l'histoire de la Formule 2. Pendant ce temps-là, Stroll a fini premier contre un certain George Russell, contre un certain Lando Norris. Stroll a démontré son talent lors de sa carrière. Latifi, malheureusement, n'a pas démontré son talent, a été plutôt moyen et a pas les critiques qu'on adresse à Stroll généralement. Exact. Et c'est là le double standard que j'aime moins présentement dans cette situation-là, personnellement. Là. On fait un aparté sur un point qui n'était pas prévu, mais c'est pertinent, vraiment. Mais tu sais, juste comme ça, rapidement, là, Stroll, 2014, champion italien en F4. 2015, champion d'Europe en F3. Toyota Racing Series, il a été champion en 2015. Champion en Formule 3 en 2016. Tu sais, il y a quand même 3 championnats en monoplace, 2014, 2015, 2016. Ouais. Après ça, 2016, il a quand même fait les 24 heures de Daytona, il a fini 5e. Puis on peut dire ce qu'on veut avec les statistiques aussi, là, si je peux terminer là-dessus. Parce qu'en réalité, si vous voulez ramener Lance Stroll un peu sur le même point que Latifi, vous pouvez mentionner deux situations très intéressantes. La première, j'ai juste à dire Prema Power Team. Peu importe la série, c'est tout le temps la top team ou à peu près tout le temps la top team à se démarquer. Donc, est-ce qu'il y a eu de la chance, en tout cas? Peu importe, il y a quand même le talent du pilote qui rentre en ligne de compte. Puis vous avez aussi le fait que c'est la dernière année, ou du moins une des dernières années où vous avez vu un pilote de Formule 3 grimper en Formule 1. Ça ne se fait plus maintenant avec la Formule 2 qu'on a actuellement, qui est une très très bonne école pour la Formule 1. En tout cas, moi de mon vécu, je pense pas avoir revu ça après Stroll. Il y a eu Verstappen, je crois. Oui, il y a Verstappen, et en fait, la nouvelle règle pour avoir la super licence a été implantée à cause de Verstappen.
Ouais, c'est ça. À 17 ans, 17 ans pour conduire des Formule 1, ben, en tout cas, il nous a Sauf que démontré qu'il y avait quand même. Stroll, par contre, aurait eu sa super licence, passé directement de la Formule 3 à la Formule 1 sans problème. Il avait les 40 points, aucun trou. OK. Par OK, contre, c'est bon. Verstappen ne les avait pas. Il a fait une saison en Formule 3, une saison en Formule 4, je pense, auparavant. Il y avait eu des résultats relativement moyens. C'est ça, c'est l'ironie de ça. Vraiment, des résultats extrêmement moyens. On va passer en Formule 1 à 17 ans et on explose. Vraiment, du côté de Verstappen, c'est. J'ai pas la chance, ça serait arrivé, là, peu importe, là, parce que le pilote a un talent indéniable. Futur multiple champion, selon moi, à moins d'une malchance énorme. Mais il reste que dans le cas de Verstappen, justement, c'est ce qui a forcé la FIA à mettre des nouvelles règles pour la super licence. Je veux juste qu'on termine sur un point très rapide, messieurs. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ici. Le temps passe assez rapidement. Williams, finalement vendu. On n'est plus dans le giron de Frank Williams. Oui. Je crois que c'est la dernière, après Sauber, la dernière équipe indépendante à être maintenant qui est vendue. Pour les puristes, c'est la fin d'un temps. Une institution a été vendue. Williams, qui, si je ne me trompe pas, a débuté en 1977, mis sur pied par Frank Williams, a remporté plusieurs championnats. Dans les dernières années, réputation qui a été ternie par les mauvaises performances, / mauvaise gestion, / padillo. Excusez, ça a sorti de ça. Mes excuses. Mais en tout cas, c'est un mélange, c'est un melting pot de pas mal tout qui a fait en sorte que Williams se retrouvait tout le temps au pied du mur à aller chercher. On ne se cachera pas, les pilotes payants, une des raisons pour laquelle ils vont les chercher, c'est surtout parce qu'il y avait un manque d'argent à quelque part. Surtout que Frank Williams a toujours été contre les pilotes payants en plus. En plus, c'était pas dans sa philosophie du tout. Même que c'était pas dans sa philosophie d'apprécier les champions. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein? On rentrera pas là-dedans. Patrick Head est plus à blâmer que Frank Williams là-dessus, par contre. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai, dans cette histoire-là, il y a des bonnes chances que ça soit plus ça. Mais finalement, ça a été vendu à un consortium américain. Donc, qui ont beaucoup d'argent et qui vont assurer la pérennité de Williams pour les prochaines années. Entre autres, la maison mère, je perds le terme, va rester au Royaume-Uni, où ce que c'est actuellement. Donc, c'est une bonne chose. Puis, on va garder le même nom aussi. Un nom qui a de l'histoire en Formule 1, donc c'est une très bonne chose. Moi, la chose qui m'inquiète par contre, et là je vais être obligé d'être en désaccord avec toi là-dessus, Pierre-Luc, c'est que ça sonne vraiment comme un coup d'un hedge fund. Et je m'explique. Une passe d'argent, on prend on va se faire ça dans le monde de la finance. On prend une écurie, pas une écurie, une société dont juste le terme anglais, les assets sont, Eric prendra en français présentement, là, sont au plus bas possible et qui ont une possibilité de croissance. Le but, c'est de faire la passe de cash, comme on dit en québécois. Donc, on amène l'équipe à un niveau très élevé en coupant le plus possible dans les dépenses, etc., pour amener la société à aller plus haut. Et on la revend. Le problème, par contre, en Formule 1, je me souviens de deux équipes, mais d'une équipe qui s'est arrivée 2 fois de suite, 2 saisons de suite, dans les années 2000, qu'on a fait ce coup-là. Ça Jordan, pas à qui est devenu Midland et Spiker. Exactement. Oui, effectivement. C'est là que ça m'inquiète personnellement. C'est le genre d'affaire qu'on a vu plusieurs fois et à chaque fois, c'est mauvais pour le sport. Donc, j'espère que c'est pas ça. Honnêtement, j'espère vraiment. Mais ça sent étrangement ça. Et ça m'inquiète. Ben, écoutez, moi, je pense qu'au bout de la ligne, on n'a pas le choix d'être positif. Ils nous ont aussi assuré, du moins, ils nous ont assuré que c'était vraiment du monde qui comptait vraiment garder l'écurie, le lustre, redonner le lustre à l'écurie, si on veut. En injectant de l'argent, entre autres, parce qu'on s'entend qu'on manque définitivement de fonds chez Williams. Maintenant, évidemment, c'est pas dit que c'est impossible, la situation que tu viens d'apporter, Oli. Mais écoute, je préfère être positif puis penser que le problème est réglé pour ce qui est des prochaines années. Maintenant, si tous les écuries, je vais finir avec ça, si tous les écuries ont signé, je veux juste vous rappeler, il y avait 2 écuries qui étaient en énorme difficulté aussi en début de saison. McLaren et Haas. Ils ont signé l'accord de la Concorde.
est-ce qu'il y a de quoi qui se trame aussi à ce niveau-là? Ben, les accords de la Concorde ont confirmé le plafond au niveau du budget qui va descendre par rapport à ce qui était supposé être initialement selon les dernières rumeurs. Donc, on a réussi à aller chercher ça, je pense, du côté de ces écuries-là, ce qui fait en sorte qu'on a signé. Du côté de McLaren, les derniers mois, on a pu faire la course, donc on était très contents, les sponsors étaient très contents, ils ont commencé à payer. Et on a fait un accord commercial avec Golf au début du mois. Oui, c'est vrai. Ça m'a complètement échappé. Du côté de McLaren, je pense qu'on a assuré pour les prochaines années là, un gros retour pour la commandite Golf. C'est plus pour Haas que j'ai une inquiétude parce qu'on s'entend que c'est pas rose chez Haas dans les dernières années. Ajouté à ça les moteurs Ferrari déficients de 2020, on a un beau pot pourri puis c'est le cas de le dire, pourri. J'osais pas aller là. Mais... malheureusement, c'est un peu ça. Puis en début de saison, il parlait déjà qu'il y avait des problèmes financiers, surtout ce qui s'est passé avec Rich Energy l'année d'avant. Puis ils ont signé l'accord de Concorde qui est bon pour 5 ans, si je ne me trompe pas. Donc, vous assurez à la FIA votre inscription à la Formule 1 pour les 5 prochaines années. C'est pour ça que je me dis, il s'est peut-être tramé quelque chose derrière. Une commandite de dernière minute, un rachat de dernière minute, peut-être des trucs qu'on va savoir dans les prochaines années. Ou Gene Haas qui a juste décidé de mettre de l'argent dans l'équipe. Ça se peut aussi. Peut-être, mais il en met beaucoup. Il en a mis beaucoup dans les dernières années, puis il en a mis beaucoup dans le feu, malheureusement. Mais c'est pas. C'est ça. Je pense qu'il y a certaines équipes que c'est même plus juste une question d'argent. Tu sais, Williams, là, je ne l'ai pas devant de moi, là, mais j'avais déjà vu le comparatif de toutes les équipes, mettons, leur budget. Puis, je veux dire, tu sais, c'était. Mettons, moins que Mercedes et Ferrari, mais je veux dire, c'était pas si pire que ça. Tu sais, à un moment donné, c'est que je pense qu'il y a peut-être une question peut-être de motivation, tu sais, une équipe qui fonctionne pas ensemble, ça se peut. Je veux dire, tu sais, ils ont mis énormément, tu sais, on l'a vu beaucoup, là, tu sais, ils mettaient beaucoup l'emphase sur l'exécution de leur arrêt au puits, mais je veux dire, oui, tu peux gagner une course sur un arrêt au puits, mais pas quand t'es la voiture la moins rapide. Tu sais, je veux dire, peut-être que les efforts étaient pas mis aux bons endroits, je veux dire. Je comprends là, l'idée, puis que c'est peut-être ça qui servait comme motivation pour essayer de dire on est hot, mais quand tu as le budget, puis que malgré tout ça n'arrive pas, je veux dire, il y a quelque chose à quelque part qui ne fonctionne pas. Je sais qu'il est impliqué beaucoup dans le niveau aussi médical pour, mettons, former des équipes de chirurgiens, justement par rapport au fait qu'ils sont super bons comme exécutants, mais c'est très bien, puis c'est parfait pour amener certaines notions peut-être dans le milieu de la santé, mais est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? Peut-être que ces efforts, cette énergie-là qui est dépensée là, puis là, fait peut-être la différence en bout de ligne sur le résultat qu'on voit dans... Parce que le budget, je veux dire, il est quand même là. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a eu de l'énergie perdue à quelque part, puis Lance Stroll performe avec Racing Point, puis il n'était pas performant chez Williams. Je veux dire, ils ont eu des pilotes qui sont passés qui avaient un potentiel, puis ça ne marchait pas. Je suis totalement d'accord. Puis pour terminer avec ça, je veux vous dire que Williams, oui, c'est peut-être pas une question de budget, mais il était aussi en pente décroissante depuis 2015. Puis ils ont frappé un mur en 2019, littéralement, avec leur voiture complètement ratée. Donc c'est un an de développement complètement mis à l'eau. Ouais. Puis là, on arrive en 2020, on n'a pas le choix de partir de zéro. Les autres écuries partent de ce qu'ils ont fait, ou à peu près de ce qu'ils ont fait. Juste améliorer la voiture. Ouais. Dans les essais de 2019, là, je pense que c'est dans le documentaire Netflix qu'on voyait, ils sont arrivés, ou c'est peut-être cette année, non, c'est 2019, ils sont arrivés aux essais de Barcelone, puis il manquait des morceaux, ils ont manqué une semaine complète, je pense. Je veux dire, ça va pas bien, là, tu pars pas ta saison. Là, cette année, par contre, il était super, ils sont arrivés day one, jour 1. Il n'y a pas eu de problème. Puis on voit la différence. Ils sont présentement, oui, dans une bataille de forme peloton, mais avec les deux autres, avec Haas et. Ils suivent les autres. Voilà, donc ils suivent. Donc ils sont dans le coup présentement, façon de parler. Ils peuvent faire des points cette saison. Là-dessus, eh bien, on va terminer ça là-dessus, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été présent, Julien, avec nous aujourd'hui. Pour ceux, évidemment, qui sont intéressés, les liens vont être dans la description donc des différentes plateformes où on est diffusé. Merci beaucoup à ceux qui nous ont regardé, écouté en direct. Vraiment, on l'apprécie beaucoup. Et donc, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Et à la prochaine pour une prochaine édition de la balado SFTV sur votre référence Sim Racing au Québec. Salut tout le monde!